La Terre, partie 5 du livre audio, chapitre 4 de la partie 2 du roman. Depuis la veille, Jean conduisait la faucheuse mécanique dans les quelques arpents de pré qui dépendaient de la borderie au bord de l'Ègre. De l'aube à la nuit, on avait entendu le claquement régulier des lames. Et, ce matin-là, il finissait, les derniers andins tombaient, s'alignaient derrière les roues en une couche de tiges fines, d'un vert tendre. La ferme n'ayant pas de machine à faner, on lui avait laissé engager 2 faneuses. Palmyre, qui se tuait de travail, et Françoise, qui s'était fait embaucher par caprice, amusée de cette besogne. Toutes deux, venues dès 5 heures, avaient, de leurs longues fourches, étalé les mulons, l'herbe à demi séchée et mise en tas la veille au soir, pour la protéger de la rosée nocturne. Le soleil s'était levé dans un ciel ardent et pur, qu'une brise rafraîchissait. Un vrai temps pour faire de bons foins. Après le déjeuner, lorsque Jean revint avec ses faneuses, le foin du premier arpent fauché était fait. Il le toucha, le sentit sec et craquant. « Dites donc, cria-t-il, nous allons le retourner encore, et ce soir nous commençons les meules. » Françoise, en robe de toile grise, avait noué sur sa tête un mouchoir bleu dont un côté battait sa nuque, tandis que 2 coins flottaient librement sur ses joues, lui protégeant le visage de l'éclat du soleil. Et, d'un balancement de sa fourche, elle prenait l'herbe, la jetait dans le vent, qui en emportait comme une poussière blonde. Les brins volaient, une odeur s'en dégageait, pénétrante et forte, l'odeur des herbes coupées, des fleurs fanées. Elle avait très chaud, en s'avançant au milieu de cet envolement continu qui l'égayait. « Ah, ma petite, dit Palmyre de sa voix dolente, on voit bien que tu es jeune. Demain, tu sentiras tes bras. » Mais elle n'était point seule. Tout rogne fauchait et fanait dans les prés autour d'elle. Avant le jour, de l'homme se trouvait là, car l'herbe trempée de rosée est tendre à couper, comme du pain mollet, tandis qu'elle durcit à mesure que le soleil la chauffe. Et on l'entendait bien, résistante et sifflante à cette heure sous la faux, dont la volée allait et revenait continuellement au bout des bras nus. Plus près, touchant l'herbage de la ferme, il y avait 2 parcelles, l'une appartenant à Macron, l'autre à Langueigne. Dans la première, Berthe, vêtue en demoiselle d'une robe à volants, coiffée d'un chapeau de paille, avait suivi les faneuses par distraction. Mais, lasse déjà, elle restait appuyée sur sa fourche, à l'ombre d'un saule. Dans l'autre, Victor, qui fauchait pour son père, venait de s'asseoir et, son enclume entre les genoux, battait sa faux. Depuis 5 minutes, au milieu du grand silence frissonnant de l'air, on ne distinguait plus que ce martèlement obstiné, les petits coups pressés du marteau sur le fer. Justement, Françoise arriva près de Berthe. « Hein ? T'en as assez ? » ?»« Un peu, ça commence. Quand on n'en a pas l'habitude. » Elles causèrent. Elles parlèrent de Suzanne, la sœur à Victor, que les Langueignes avaient mise dans un atelier de couture à Châteaudun et qui, au bout de 6 mois, s'était envolée à Chartres pour faire la vie. On la disait sauvée avec un clerc de notaire. Toutes les filles de Rogne en chuchotaient, rêvaient des détails. Faire la vie, c'était des orgies de sirop de groseille et d'eau de seltz, au milieu d'une débandade d'hommes, des douzaines vous passant à la file sur le corps dans des arrière-boutiques de marchands de vin. « Oui, ma chère, c'est comme ça. »« Ah, elle en prend. » Françoise, plus jeune, ouvrait des yeux stupéfiés. « En voilà un amusement, dit-elle enfin. Mais si elle ne revient pas, les Langueignes vont donc être seules, puisque Victor est tombé au sort. » Berthe, qui épousait la haine de son père, haussa les épaules. Il s'en fichait bien, Langueigne. Il n'avait qu'un regret, celui que la petite ne fût pas restée à se faire culbuter chez lui, pour achalander son bureau de tabac.
Est-ce qu'un vieux de 40 ans, un oncle à elle, ne l'avait pas eue déjà, avant qu'elle partît à Châteaudun, un jour qu'ils épluchaient ensemble des carottes? Et, baissant la voix, Berthe dit, avec les mots, comment ça s'était passé. Françoise, pliée en deux, riait à s'étouffer. Tant ça lui semblait drôle. « Oh là là, est-ce bête qu'on se fasse des machines pareilles ?» Elle se remit à sa besogne. Elle s'éloigna, soulevant des fourchets d'herbe, les secouant dans le soleil. On entendait toujours le bruit persistant du marteau qui tapait le fer. Et, quelques minutes plus tard, comme elle s'était rapprochée du jeune homme assis, elle lui adressa la parole. « Alors, tu vas partir, soldat ?»« Oh, en octobre. J'ai le temps. Ce n'est pas pressé. » Elle résistait à l'envie de le questionner sur sa sœur. Elle en causa malgré elle. « Est-ce vrai, ce qu'on raconte, que Suzanne est à Chartres ?» Mais lui, plein d'indifférence, répondit. « Paraît, si ça l'amuse. » Tout de suite, il reprit, en voyant au loin poindre le queue le maître d'école, qui semblait arriver par hasard en flânant. « Tiens, en v'là un pour la fille à Maqueron. » Qu'est-ce que je disais ? Il s'arrête, il lui fourre son nez dans les cheveux. « Va, sale tête de Pierrot, tu peux la renifler, tu n'en auras que l'odeur. » Françoise s'était remise à rire, et Victor tombait maintenant sur Berthe par haine de famille. Sans doute, le maître d'école ne valait pas cher, un rageur qui giflait les enfants, un sournois dont personne ne connaissait l'opinion, capable de se faire le chien couchant de la fille pour avoir les écus du père. Mais Berthe, elle non plus, n'était guère catholique, malgré ses grands airs de demoiselle élevée en ville. Oui, elle avait beau porter des jupes à volants, des corsages de velours et se grossir le derrière avec des serviettes, le par-dessous n'en était pas meilleur, au contraire, car elle en savait long. On en apprenait davantage en s'éduquant à la pension de Cloyes qu'en restant chez soi à garder les vaches. Pas de danger que celle-là se laissât de sitôt coller un enfant. Elle aimait mieux se détruire toute seule la santé. « Comment ça ?» demanda Françoise, qui ne comprenait point. Il eut un geste. Elle devint sérieuse et dit sans gêne. « C'est donc ça qu'elle vous lâche toujours des saletés et qu'elle se pousse sur vous ?» Victor s'était remis à battre son fer. Dans le bruit, il rigola, tapant entre chaque phrase. « Puis, tu sais, n'en a pas. »« Hein ?»« Berthe, pardi, n'en a pas. C'est le petit nom que les garçons lui donnent, à cause qu'il ne lui en a pas poussé. »« De quoi ?»« Des cheveux, partout. Elle a ça comme une gamine, aussi lisse que la main. »« Allons donc, menteur. Quand je te dis. »« Tu l'as vu, toi ?»« Non, pas moi, d'autres. »« Qui, d'autres ?»« Oh, des garçons qui l'ont juré à des garçons que je connais. »« Et où l'ont-ils vu ? Comment ? » ?»« Dame, comme on voit, quand on a le nez sur la chose, ou quand on la moucharde par une fente. Est-ce que je sais ? S'ils n'ont pas couché avec, il y a des moments et des endroits où l'on se trousse, pas vrai ? Bien sûr que s'ils sont allés la guetter. Enfin, n'importe. Paraît que c'est d'un bête, que c'est d'un laid, tout nu. Comme qui dirait le plus vilain de ces vilains petits moineaux sans plumes qui ouvrent le bec dans les nids. Oh, mais vilain à en dégobiller dessus. Françoise, du coup, fut secouée d'un nouvel accès de gaieté, tellement l'idée de ce moineau sans plumes lui paraissait farce. Et elle ne se calma, elle ne continua à faner que lorsqu'elle aperçut sur la route sa sœur Lise, qui descendait dans le pré. Celle-ci, s'étant approchée de Jean, expliqua qu'elle se rendait chez son oncle, à cause de Buteau. Depuis 3 jours, cette démarche était convenue entre eux, et elle promit de repasser pour lui dire la réponse. Quand elle s'éloigna, Victor tapait toujours. Françoise, Palmyre et les autres femmes, dans l'éblouissement du grand ciel clair, jetaient les herbes, encore et encore, tandis que le queue, très obligeant, donnait une leçon à Berthe, piquant la fourche, l'élevant et la baissant, avec la raideur d'un soldat à l'exercice.
Au loin, les faucheurs s'avançaient sans un arrêt, d'un même mouvement rythmique, le torse balancé sur les reins, la faux lancée et ramenée continuellement. 1 minute, Delhomme s'arrêta, se tint debout, très grand au milieu des autres. Dans son gouget, la corne de vache pleine d'eau, pendue à sa ceinture, il avait pris la pierre noire, et il affilait sa faux d'un long geste rapide. Puis son échine de nouveau se cassa, on entendit le fer aiguisé mordre le pré d'un sifflement plus vif. Lise était arrivée devant la maison des Fouan. D'abord, elle craignit qu'il n'y eût personne, tant le logis semblait mort. Rose s'était débarrassée de ses 2 vaches, le vieux venait de vendre son cheval. Il n'y avait plus ni bête, ni travail, ni rien qui grouillât dans le vide des bâtiments et de la cour. Pourtant, la porte céda et Lise, en entrant dans la salle muette et noire, malgré les gaietés du dehors, y trouva le père Fouan debout, en train d'achever un morceau de pain et de fromage, tandis que sa femme, assise, inoccupée, le regardait. « Bien le bonjour, ma tante. Et ça va comme vous voulez ?»« Mais oui, répondit la vieille, dont le visage s'éclaira, heureuse de cette visite. Maintenant qu'on est des bourgeois, on n'a qu'à prendre du bon temps, du matin au soir. » Lise voulut aussi être aimable pour son oncle. « Et l'appétit marche, à ce que je vois. »« Oh, dit-il, ce n'est pas que j'ai faim. Seulement, de manger un morceau, ça occupe toujours. Ça fait couler la journée. » Il avait un air si morne que Rose repartit en exclamations sur leur bonheur de ne plus travailler. Vrai, ils avaient bien gagné ça. Ce n'était pas trop tôt de voir trimer les autres en jouissant de ses rentes. Se lever tard, tourner ses pouces, se moquer du chaud et du froid, n'avoir pas un souci, ah, ça les changeait rudement. Ils étaient dans le paradis, pour sûr. Lui-même, réveillé, s'excitait comme elle, renchérissait. Et, sous cette joie forcée, sous la fièvre de ce qu'il disait, on sentait l'ennui profond, le supplice de l'oisiveté torturant ces 2 vieux depuis que leurs bras, tout d'un coup inertes, se détraquaient dans le repos, pareils à d'antiques machines jetées aux ferrailles. Enfin, Lise risqua le motif de sa visite. « Mon oncle, on m'a conté que, l'autre jour, vous aviez rencontré Buteau. »« Buteau est un Jean foutre !» cria Fouan, subitement furieux, et sans lui donner le temps d'achever. « Est-ce que, s'il ne s'obstinait pas, comme un âne rouge, j'aurais eu cette histoire avec Fanny ?» C'était le premier froissement entre lui et ses enfants qu'il cachait et dont l'amertume venait de lui échapper. En confiant la part de Buteau à Delhomme, il avait prétendu la louer 80 francs l'hectare, tandis que Delhomme entendait servir simplement une pension double, 200 francs pour sa part et 200 pour l'autre. Cela était juste. Le vieux enrageait d'avoir eu tort. « Quelle histoire ?» demanda Lise. « Est-ce que les Delhomme ne vous payent pas ?»« Oh, si !» répondit Rose. « Tous les 3 mois, à midi sonnant, l'argent est là, sur la table. Seulement, il y a des façons de payer, n'est-ce pas ? Et le père, qui est susceptible, voudrait au moins de la politesse. Fanny vient chez nous de l'air dont elle irait chez l'huissier, comme si on la volait. »« Oui, » ajouta le vieux, « il paye et c'est tout. Moi, je trouve que ce n'est point assez. Faudrait des égards. Est-ce que ça les acquitte, leur argent ? Nous voilà des créanciers, pas plus. Et encore, on a tort de se plaindre. S'ils payaient tous. » Il s'interrompit. Un silence embarrassé régna. Cette allusion à Jésus-Christ, qui ne leur avait pas donné un sou, buvant sa part qu'il hypothéquait morceau à morceau, désolait la mère, toujours portée à défendre le chenapan, le chéri de son cœur. Elle trembla de voir étaler cette autre plaie. Elle se hâta de reprendre. « Ne te mange donc pas les sangs pour des bêtises. Puisque nous sommes heureux, qu'est-ce que ça te fiche, le reste ? Quand on a assez, on a assez. » Jamais elle ne lui avait tenu tête ainsi. Il la regarda fixement. « Tu parles trop, la vieille. Je veux bien être heureux. Mais faut pas qu'on m'embête.
et elle redevint toute petite, tassée et oisive sur sa chaise, pendant qu'il achevait son pain en roulant longuement la dernière bouchée pour faire durer la récréation. La salle triste s'endormait. « Alors, put continuer Lise, je désirais donc savoir ce que Buteau compte faire par rapport à moi et à son enfant. Je ne l'ai guère tourmenté, il est temps que ça se décide. » Les deux vieux ne soufflaient plus mot. Elle interrogea directement le père. « Puisque vous l'avez vu, il a dû vous parler de moi. Qu'est-ce qu'il en dit ?»« Rien. Il ne m'en a seulement point ouvert la bouche. Et il n'y a rien à en dire, ma foi. Le curé m'assomme pour que j'arrange ça, comme si c'était arrangeable, tant que le garçon refusera sa part. » Lise, pleine d'incertitude, réfléchissait. « Vous croyez qu'il acceptera un jour ? » ?»« Ça se peut encore. »« Et vous pensez qu'il m'épouserait ? » ?»« Il y a des chances. »« Vous me conseillez donc d'attendre ? » ?»« Dame, c'est selon tes forces. Chacun fait comme il sent. » Elle se tut, ne voulant pas parler de la proposition de Jean, ne sachant de quelle façon obtenir une réponse définitive. Puis elle tenta un dernier effort. « Vous comprenez, j'en suis malade, à la fin, de ne pas savoir à quoi m'en tenir. Il me faut un oui ou un non. Vous, mon oncle, si vous alliez demander à Buteau, je vous en prie. » Fouan haussa les épaules. « D'abord, jamais je ne reparlerai à ce Jean foutre. Et puis, ma fille, que t'es serine. Pourquoi lui faire dire non à ce têtu qui dira toujours non ensuite ? Laisse-lui donc la liberté de dire oui un jour si c'est son intérêt. » « Bien sûr, » conclut simplement Rose, redevenue l'écho de son homme. Et Lise ne put tirer d'eux rien de plus net. Elle les laissa, elle referma la porte sur la salle, retombée à son engourdissement. Et la maison, de nouveau, parut vide. Dans les prés, au bord de l'Ègre, Jean et ses deux faneuses avaient commencé la première meule. C'était Françoise qui la montait. Au centre, posée sur un mulon, elle disposait et rangeait en cercle les fourchets de foin que lui apportait le jeune homme et Palmyre. Et, peu à peu, cela grandissait, se haussait, elle toujours au milieu, se remettant des bottes sous les pieds, dans le creux où elle se trouvait, à mesure que le mur, autour d'elle, lui gagnait les genoux. La meule prenait tournure. Déjà, elle était à 2 mètres. Palmyre et Jean devaient tendre leurs fourches. Et la besogne n'allait pas sans de grands rires, à cause de la joie du plein air et des bêtises qu'on se criait, dans la bonne odeur du foin. Françoise surtout, son mouchoir glissé du chignon, sa tête nue au soleil, les cheveux envolés, embroussaillés d'herbe, s'égayait comme une bienheureuse sur ce tas mouvant où elle baignait jusqu'aux cuisses. Ses bras nus enfonçaient, chaque paquet jeté d'en bas la couvrait d'une pluie de brindilles. Elle disparaissait, feignait de naufrager dans les remous. « Oh là là, ça me pique !»« Où donc ?»« Sous ma cotte, là-haut. »« C'est une araignée. Tiens bon, serre les jambes !» Et de rire plus fort, de lâcher de vilains mots qui les faisaient se tordre. De l'homme, au loin, s'en inquiéta, tourna un instant la tête, sans cesser de lancer et de ramener sa faux. Ah, cette gamine, elle devait en faire du bon travail à jouer ainsi. Maintenant, on gâtait les filles, elle ne travaillait que pour l'amusement. Et il continua, couchant l'andain à coups pressés, laissant derrière lui le creux de son sillage. Le soleil baissait à l'horizon, les faucheurs élargissaient encore leurs trouées. Victor, qui ne battait plus son fer, ne se hâtait guère pourtant. Et, comme la trouille passait avec ses oies, il s'échappa sournoisement, il fila la retrouver, à l'abri d'une ligne épaisse de saules, bordant la rivière. « Bon !» cria Jean. « Il retourne affûter. La rémouleuse est là qui l'attend. » Françoise éclata de nouveau à cette allusion. « Il est trop vieux pour elle ?»« Trop vieux ? Écoute donc, s'ils n'affûtent pas ensemble. » Et, d'un sifflement des lèvres, il imitait le bruit de la pierre mangeant le fil d'une lame, si bien que Palmyre elle-même,
se jetant le ventre comme si une colique l'eût tortillé, dit « Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, ce Jean? Est-il farce ?» Les fourchées d'herbe étaient jetées toujours plus haut, et la meule montait. On plaisanta le queue et Berthe, qui avait fini par s'asseoir. Peut-être bien que n'en a pas se faisait chatouiller à distance, avec une paille. Et puis, le maître d'école pouvait enfourner, ce n'était pas pour lui que cuirait la galette. « Est-il sale ?» répéta Palmyre, qui ne savait pas rire et qui étouffait. Alors Jean la taquina. « Avec ça que vous êtes arrivé à l'âge de 32 ans sans avoir vu la feuille à l'envers. »« Moi ? Jamais. »« Comment ? Pas un garçon ne vous l'a pris ? Vous n'avez pas d'amoureux ? » ?»« Non, non. » Elle était devenue toute pâle, très sérieuse, avec sa longue face de misère, flétrie déjà, hébétée à force de travail, où il n'y avait plus que des yeux de bonne chienne, d'un dévouement clair et profond. Peut-être revivait-elle sa vie dolente, sans une amitié, sans un amour, une existence de bête de somme menée à coups de fouet, morte de sommeil, le soir à l'écurie. Et elle s'était arrêtée, debout, les poings sur sa fourche, les regards au loin, dans cette campagne qu'elle n'avait même jamais vue. Il y eut un silence. Françoise écoutait, immobile, en haut de la meule, tandis que Jean, qui soufflait lui aussi, continuait à goguenarder, hésitant à dire l'affaire qu'il avait aux lèvres. Puis il se décida. Il lâcha tout. « C'est donc des menteries, ce qu'on raconte, que vous couchez avec votre frère ?» De blême qu'il était, le visage de Palmyre s'empourpra d'un flot de sang qui lui rendit sa jeunesse. Elle bégayait, surprise, irritée, ne trouvant pas le démenti qu'elle aurait voulu. « Oh, les méchants ! Si l'on peut croire !» Et Françoise et Jean, repris de gaieté bruyante, parlaient à la fois, la pressaient, la bouleversaient. Dame, dans l'étable en ruine où ils logeaient, elle et son frère, il n'y avait guère moyen de remuer, sans tomber l'un sur l'autre. Leur paillasse se touchait par terre, bien sûr qu'ils se trompaient la nuit. « Voyons, c'est vrai, dis que c'est vrai. D'ailleurs, on le sait. » Toute droite, Palmyre, ahurie, s'emporta douloureusement. « Et quand ce serait vrai ? Qu'est-ce que ça vous fiche ? Le pauvre petit n'a déjà pas tant de plaisir. Je suis sa sœur. Je pourrais bien être sa femme, puisque toutes les filles le rebutent. » 2 larmes coulèrent sur ses joues à cet aveu, dans le déchirement de sa maternité pour l'infirme, qui allait jusqu'à l'inceste. Après lui avoir gagné du pain, elle pouvait encore, le soir, lui donner ça, ce que les autres lui refusaient, un régal qui ne leur coûtait rien. Et, au fond de leur intelligence obscure d'être près de la terre, de parias dont l'amour n'avait point voulu, ils n'auraient su dire comment la chose s'était faite. Une approche instinctive, sans consentement réfléchi. Lui, tourmenté et bestial, elle, passive et bonne à tout, cédant ensuite l'un et l'autre au plaisir d'avoir plus chaud dans cette masure où ils grelottaient. « Elle a raison. Qu'est-ce que ça nous fiche ?» reprit Jean de son air bonhomme, touché de la voir si bouleversée. « Ça les regarde, ça ne fait du tort à personne. » D'ailleurs, une autre histoire les occupa. Jésus-Christ venait de descendre du château, l'ancienne cave qu'il habitait au milieu des broussailles, à mi-côte. Et, du haut de la route, il appelait la trouille à plein poumon, jurant, gueulant que sa garce de fille avait encore disparu depuis 2 heures sans s'inquiéter de la soupe du soir. « Ta fille !» lui cria Jean. « Elle est sous les saules, à regarder la lune avec Victor. » Jésus-Christ leva ses 2 poings au ciel. « Nom de Dieu, de bougresse qui me déshonore ! Je vais chercher mon fouet !» Et il remonta en courant. C'était un grand fouet de routier qu'il avait accroché derrière sa porte, à gauche, pour ces occasions. Mais la trouille avait dû entendre. Il y eut, sous les feuilles, un long froissement, un bruit de fuite. Et, 2 minutes plus tard, Victor reparut, d'un pas nonchalant. Il examina sa faux, il se remit enfin à la besogne. Et, comme Jean, de loin, lui demandait s'il avait la colique, il répondit « Juste !»
La meule allait être finie, haute de 4 mètres, solide, arrondie en forme de ruche. Palmyre, de ses longs bras maigres, lança les dernières bottes, et Françoise, debout à la pointe, apparut alors grandie sur le ciel pâle dans la clarté fauve du soleil couchant. Elle était toute essoufflée, toute vibrante de son effort, trempée de sueur, les cheveux collés à la peau, et si défaite que son corsage bâillait sur sa petite gorge dure et que sa jupe, aux agrafes arrachées, glissait de ses hanches. « Oh là là, que c'est haut, la tête me tourne !» Et elle riait avec un frisson, hésitante, n'osant plus descendre, avançant un pied qu'elle retirait vite. « Non, c'est trop haut, va quérir une échelle. »« Mais bête, dit Jean, assieds-toi donc, laisse-toi glisser. »« Non, non, j'ai peur, je ne peux pas. » Alors ce furent des cris, des exhortations, des plaisanteries grasses. Pas sur le ventre, ça le ferait enfler. Sur le derrière, à moins qu'elle n'y eût des engelures. Et lui, en bas, s'excitait, les regards levés vers cette fille dont il apercevait les jambes, peu à peu exaspéré de la voir si haut, hors de sa portée, pris inconsciemment d'un besoin de mal, la rattraper et la tenir. « Quand je te dis que tu ne te rompras rien, déboule, tu tomberas dans mes bras. »« Non, non !» Il s'était placé devant la meule, il élargissait les bras, lui offrait sa poitrine pour qu'elle se jetât. Et lorsque, se décidant, fermant les yeux, elle se laissa aller, sa chute fut si prompte sur la pente glissante du foin qu'elle le culbuta en lui enfourchant les côtes de ses 2 cuisses. Par terre, les côtes troussées, elle étranglait de rire. Elle bégayait qu'elle ne s'était pas fait de mal. Mais, à la sentir brûlante et suante contre sa face, il l'avait empoignée. Cette odeur âcre de fille, ce parfum violent de foin fouetté de grand air, le grisait, raidissait tous ses muscles dans une rage brusque de désir. Puis, c'était autre chose encore, une passion ignorée pour cet enfant et qui crevait d'un coup. Une tendresse de cœur et de chair, venue de loin, grandie avec leurs jeux et leurs gros rires, aboutissant à cette envie de la voir, là, dans l'herbe. « Oh, Jean, assez, tu me casses !» Elle riait toujours, croyant qu'il jouait. Et lui, ayant rencontré les yeux ronds de Palmyre, tressaillit et se releva, grelottant de l'air éperdu d'un ivrogne que la vue d'un trou béant dégrise. Quoi donc ? Ce n'était pas Lise qu'il voulait ? C'était cette gamine ? Jamais l'idée de la peau de Lise contre la sienne ne lui avait seulement fait battre le cœur, tandis que tout son sang l'étouffait à la seule pensée d'embrasser Françoise. Maintenant, il savait pourquoi il se plaisait tant à rendre visite et à être utile aux 2 sœurs. Mais l'enfant était si jeune. Il en restait désespéré et honteux. Justement, Lise revenait de chez les Fouan. En chemin, elle avait réfléchi. Elle aurait mieux aimé Buteau parce que, tout de même, il était le père de son petit. Les vieux avaient raison. Pourquoi se bousculer ? Le jour où Buteau dirait non, il y aurait toujours là Jean qui dirait oui. Elle aborda ce dernier et tout de suite... Pas de réponse. L'oncle ne sait rien. Attendons. Effaré, frémissant encore, Jean la regardait, sans comprendre. Puis il se souvint, le mariage, le mioche, le consentement de Buteau, toute cette affaire qu'il considérait, 2 heures plus tôt, comme avantageuse pour elle et pour lui. Il se hâta de dire « Oui, oui, attendons, ça vaut mieux. » La nuit tombait. Une étoile brillait déjà au fond du ciel couleur de violette. On ne distinguait, sous le crépuscule croissant, que les rondeurs vagues des premières meules qui bossuaient l'étendue rase des prairies. Mais les odeurs de la terre chaude s'exhalaient plus fortes dans le calme de l'air, et les bruits s'entendaient davantage, prolongés, d'une limpidité musicale. C'étaient des voix d'hommes et de femmes, des rires mourants, l'ébrouement d'une bête, le heurt d'un outil, tandis que, s'entêtant sur un coin de pré, les faucheurs allaient toujours sans relâche, et le sifflement des faux montait encore, large,
régulier, de cette besogne qu'on ne voyait plus. Chapitre 5. 2 ans s'étaient passés dans cette vie active et monotone des campagnes. Hérogne avait vécu, avec le retour fatal des saisons, le train éternel des choses, les mêmes travaux, les mêmes sommeils. Il y avait en bas, sur la route, à l'encoignure de l'école, une fontaine d'eau vive où toutes les femmes descendaient prendre leur eau de table, les maisons n'ayant que des mares pour le bétail et l'arrosage. À 6 heures, le soir, c'était là que se tenait la gazette du pays. Les moindres événements y trouvaient un écho. On s'y livrait à des commentaires sans fin sur ceux-ci qui avaient mangé de la viande, sur la fille à ceux-là, grosse depuis la Chandeleur. Et pendant les 2 années, les mêmes commérages avaient évolué avec les saisons, revenant et se répétant. Toujours des enfants faits trop tôt, des hommes saouls, des femmes battues, beaucoup de besogne pour beaucoup de misère. Il était arrivé tant de choses, et rien du tout. Les Fouans, dont la démission de biens avait passionné, vivotaient, si assoupis qu'on les oubliait. L'affaire en était demeurée là, Buteau s'obstinait, et il n'épousait toujours pas l'aîné des mouches qui élevait son mioche. C'était comme Jean qu'on avait accusé de coucher avec Lise. Peut-être bien qu'il n'y couchait pas. Mais alors, pourquoi continuait-il à fréquenter la maison des 2 sœurs ? Ça semblait louche. Et l'heure de la fontaine aurait langui. Certains jours, sans la rivalité de Celina Maqueron et de Flore Langueigne, que la Bécu jetait l'une sur l'autre, sous le prétexte de les réconcilier. Puis, en plein calme, venaient d'éclater 2 gros événements, les prochaines élections et la question du fameux chemin de Rogne à Châteaudun, qui soufflèrent un terrible vent de commérage. Les cruches pleines restaient en ligne, les femmes ne s'en allaient plus. On faillit se battre un samedi soir. Or, justement, le lendemain, Monsieur de Chetteville, député sortant, déjeunait à la Borderie chez Hourdequin. Il faisait sa tournée électorale et il ménageait ce dernier, très puissant sur les paysans du canton, bien qu'il fût certain d'être réélu grâce à son titre de candidat officiel. Il était allé une fois à Compiègne, tout le pays l'appelait l'ami de l'empereur, et cela suffisait. On le nommait comme s'il eût couché chaque soir aux Tuileries. Ce monsieur de Chetteville, un ancien beau, la fleur du règne de Louis-Philippe, gardait au fond du cœur des tendresses orléanistes. Il s'était ruiné avec les femmes, il ne possédait plus que sa ferme de la Chamade du côté d'Orgères, où il ne mettait les pieds qu'en temps d'élection, mécontent du reste des fermages qui baissaient, pris sur le tard de l'idée pratique de refaire sa fortune dans les affaires. Grand, élégant encore, le buste sanglé et les cheveux teints, il se rangeait, malgré ses yeux de braise, au passage du dernier des jupons. Et il préparait, disait-il, des discours importants sur les questions agricoles. La veille, Hourdequin avait eu une violente querelle avec Jacqueline, qui voulait être du déjeuner. « Ton député, est-ce que tu crois que je le mangerai ? Alors, tu as honte de moi ?» Mais il tint bon. Il n'y eut que 2 couverts, et elle boudait, malgré l'air galant de monsieur de Chetteville, qui, l'ayant aperçu, avait compris, et tournait sans cesse les yeux vers la cuisine, où elle était allée se renfermer dans sa dignité. Le déjeuner tirait à sa fin, une truite de l'aigre, après une omelette et des pigeons rôtis. « Ce qui nous tue, dit monsieur de Chetteville, c'est cette liberté commerciale dont l'empereur s'est engoué. Sans doute, les choses ont bien marché à la suite des traités de 1861, on a crié au miracle. Mais aujourd'hui, les véritables effets se font sentir. Vous voyez comme tous les prix s'avilissent. Moi, je suis pour la protection. Il faut qu'on nous défende contre l'étranger. » Hourdequin, renversé sur sa chaise, ne mangeant plus, les yeux vagues, parla lentement. « Le blé, qui est à 18 francs l'hectolitre, en coûte 16 à produire. S'il baisse encore, c'est la ruine. Et chaque année, dit-on, l'Amérique augmente ses exportations de céréales. On nous menace d'une vraie inondation du marché.
Que deviendrons-nous alors? Tenez, moi, j'ai toujours été pour le progrès, pour la science, pour la liberté. Eh bien, me voilà ébranlé, parole d'honneur. Oui, ma foi, nous ne pouvons crever de faim, qu'on nous protège. Il se remit à son aile de pigeon. Il continua. Vous savez que votre concurrent, Monsieur Rochefontaine, le propriétaire des ateliers de construction de Châteaudun, est un libre-échangiste enragé? Et ils causèrent un instant de cet industriel qui occupait 1200 ouvriers, un grand garçon intelligent et actif, très riche d'ailleurs, tout prêt à servir l'Empire, mais si blessé de n'avoir pu obtenir l'appui du préfet qu'il s'était obstiné à se poser en candidat indépendant. Il n'avait aucune chance, les électeurs des campagnes le traitaient en ennemi public, du moment où il n'était pas du côté du Manche. « Parbleu, reprit M. de Chetteville, lui ne demande qu'une chose, c'est que le pain soit à bas prix pour payer ses ouvriers moins cher. » Le fermier, qui allait se verser un verre de Bordeaux, reposa la bouteille sur la table. « Voilà le terrible !» cria-t-il. « D'un côté, nous autres, les paysans, qui avons besoin de vendre nos grains à un prix rémunérateur. De l'autre, l'industrie, qui pousse à la baisse pour diminuer les salaires. C'est la guerre acharnée. Et comment finira-t-elle, dites-moi ? En effet, c'était l'effrayant problème d'aujourd'hui, l'antagonisme dont craque le corps social. La question dépassait de beaucoup les aptitudes de l'ancien beau, qui se contenta de hocher la tête en faisant un geste évasif. Hourdequin, ayant empli son verre, le vida d'un trait. « Ça ne peut pas finir. Si le paysan vend bien son blé, l'ouvrier meurt de faim. Si l'ouvrier mange, c'est le paysan qui crève. Alors quoi ? Je ne sais pas. Dévorons-nous les uns les autres. » Puis, les deux coudes sur la table, lancés, il se soulagea violemment. Et son secret mépris pour ce propriétaire qui ne cultivait pas, qui ignorait tout de la terre dont il vivait, se sentait à une certaine vibration ironique de sa voix. « Vous m'avez demandé des faits pour vos discours. Eh bien, d'abord, c'est votre faute si la chamade perd. Robiquet, le fermier que vous avez là, s'abandonne parce que son bail est à bout et qu'il soupçonne votre intention de l'augmenter. On ne vous voit jamais, on se moque de vous et l'on vous vole, rien de plus naturel. Ensuite, il y a, à votre ruine, une raison plus simple. C'est que nous nous ruinons tous. C'est que la Beauce s'épuise, oui, la fertile Beauce, la nourrice, la mère. » Il continua. Par exemple, dans sa jeunesse, le Perche, de l'autre côté du Loir, était un pays pauvre, de maigre culture, presque sans blé, dont les habitants venaient se louer pour la moisson à Cloyes, à Châteaudun, à Bonneval. Et aujourd'hui, grâce à la hausse constante de la main-d'œuvre, voilà le Perche qui prospérait, qui bientôt l'emporterait sur la Beauce, sans compter qu'il s'enrichissait avec l'élevage, les marchés de Mondoubleau, de Saint-Calais et de Courtalin fournissaient le plat pays de chevaux, de bœufs et de cochons. La Beauce, elle, ne vivait que sur ses moutons. 2 ans plus tôt, lorsque le sang de rate les avait décimés, elle avait traversé une crise terrible, à ce point que, si le fléau eût continué, elle en serait morte. Et il entama sa lutte à lui, son histoire, ses 30 années de bataille avec la terre dont il sortait plus pauvre. Toujours les capitaux lui avaient manqué. Il n'avait pu amender certains champs comme il l'aurait voulu. Seul le marnage était peu coûteux, et personne autre que lui ne s'en préoccupait. Même histoire pour les fumiers. On n'employait que le fumier de ferme qui était insuffisant. Tous ses voisins se moquaient à le voir essayer des engrais chimiques, dont la mauvaise qualité, du reste, donnait souvent raison aux rieurs. Malgré ses idées sur les assolements, il avait dû adopter celui du pays, l'assolement triennal, sans jachère, depuis que les prairies artificielles et la culture des plantes sarclées se répandaient. Une seule machine, la machine à battre, commençait à être acceptée. C'était l'engourdissement mortel, inévitable, de la routine.
Et si lui, progressiste, intelligent, se laissait envahir, qu'était-ce donc pour les petits propriétaires, têtes dures, hostiles aux nouveautés? Un paysan serait mort de faim plutôt que de ramasser dans son champ une poignée de terre et de la porter à l'analyse d'un chimiste qui lui aurait dit ce qu'elle avait de trop ou de pas assez. La fumure qu'elle demandait, la culture appelée à y réussir. Depuis des siècles, le paysan prenait au sol sans jamais songer à lui rendre, ne connaissant que le fumier de ses 2 vaches et de son cheval, dont il était avare. Puis le reste allait au petit bonheur, la semence jetée dans n'importe quel terrain, germant au hasard, et le ciel injurié si elle ne germait pas. Le jour où, instruit enfin, il se déciderait à une culture rationnelle et scientifique, la production doublerait. Mais jusque-là, ignorant, têtu, sans un sou d'avance, il tuerait la terre. Et c'était ainsi que la Beauce, l'antique grenier de la France, la Beauce plate et sans eau, qui n'avait que son blé, se mourait peu à peu d'épuisement, lasse d'être saignée aux 4 veines et de nourrir un peuple imbécile. « Ah, tout fout le camp !» cria-t-il avec brutalité. « Oui, nos fils verront ça, la faillite de la terre. Savez-vous bien que nos paysans, qui jadis amassaient sou à sou l'achat d'un lopin, convoité des années, achètent aujourd'hui des valeurs financières, de l'espagnol, du portugais et même du mexicain? Et ils ne risqueraient pas 100 francs pour amender un hectare. Ils n'ont plus confiance. Les pères tournent dans leur routine comme des bêtes fourbues. Les filles et les garçons n'ont que le rêve de lâcher les vaches, de se décrasser du labour pour filer à la ville. Mais le pis est que l'instruction, vous savez, la fameuse instruction qui devait sauver tout, active cette émigration, cette dépopulation des campagnes, en donnant aux enfants une vanité sotte et le goût du faux bien-être. À Rognes, tenez, ils ont un instituteur, ce Lequeux, un gaillard échappé à la charrue, dévoré de rancune contre la terre qu'il a failli cultiver. Eh bien, comment voulez-vous qu'ils fassent aimer leurs conditions à ses élèves, lorsque tous les jours il les traite de sauvages, de brutes, et les renvoie au fumier paternel avec le mépris d'un lettré? Le remède, mon Dieu, le remède, ce serait assurément d'avoir d'autres écoles, un enseignement pratique, des cours gradués d'agriculture. Voilà, monsieur le député, un fait que je vous signale. Insistez là-dessus, le salut est peut-être dans ces écoles, s'il en est temps encore. Monsieur de Chetteville, distrait, plein de malaise sous cette masse violente de documents, se hâta de répondre. Sans doute, sans doute. Et, comme la servante apportait le dessert, un fromage gras et des fruits, en laissant grande ouverte la porte de la cuisine, il aperçut le joli profil de Jacqueline. Il se pencha, cligna des yeux, s'agita pour attirer l'attention de l'aimable personne. Puis, il reprit de sa voix flûtée d'ancien conquérant. « Mais vous ne me parlez pas de la petite propriété ?» Il exprimait les idées courantes. La petite propriété créée en 89, favorisée par le Code, appelée à régénérer l'agriculture. Enfin, tout le monde propriétaire, chacun mettant son intelligence et sa force à cultiver sa parcelle. « Laissez-moi donc tranquille, déclara Hourdequin. D'abord, la petite propriété existait avant 89, et dans une proportion presque aussi grande. Ensuite, il y a beaucoup à dire sur le morcellement, du bien et du mal. » De nouveau, les coudes sur la table, mangeant des cerises dont il crachait les noyaux, il entra dans les détails. En Beauce, la petite propriété, l'héritage en dessous de 20 hectares, était de 80%. Depuis quelque temps, presque tous les journaliers, ceux qui se louaient dans les fermes, achetaient des parcelles, des lots de grands domaines démembrés qu'ils cultivaient à leur temps perdu. Cela, certes, était excellent, car l'ouvrier se trouvait dès lors attaché à la terre, et l'on pouvait ajouter en faveur de la petite propriété qu'elle faisait des hommes plus dignes, plus fiers, plus instruits. Enfin, elle produisait proportionnellement davantage et de qualité meilleure, le propriétaire donnant tout son effort. Mais que d'inconvénients d'autre part. D'abord, cette supériorité était due à un travail excessif,
Le père, la mère, les enfants se tuant à la tâche. Ensuite, le morcellement, en multipliant les transports, détériorait les chemins, augmentait les frais de production, sans parler du temps perdu. Quant à l'emploi des machines, il paraissait impossible, pour les trop petites parcelles, qui avaient encore le défaut de nécessiter l'assolement triennal, dont la science proscrirait certainement l'usage, car il était illogique de demander 2 céréales de suite, l'avoine et le blé. Bref, le morcellement à outrance semblait si bien devenir un danger qu'après l'avoir favorisé légalement au lendemain de la Révolution, dans la crainte de la reconstitution des grands domaines, on en était à faciliter les échanges en les dégrevant. « Écoutez, continua-t-il, la lutte s'établit et s'aggrave entre la grande propriété et la petite. Les uns, comme moi, sont pour la grande, parce qu'elle paraît aller dans le sens même de la science et du progrès, avec l'emploi de plus en plus large des machines, avec le roulement des gros capitaux. Les autres, au contraire, ne croient qu'à l'effort individuel et préconisent la petite, rêvent de je ne sais quelle culture en raccourci, chacun produisant son fumier lui-même et soignant son quart d'arpent, triant ses semences une à une, leur donnant la terre qu'elles demandent, élevant ensuite chaque plante à part, sous cloche. Laquelle des deux l'emportera ? Du diable si je m'en doute. Je sais bien, comme je vous le disais, que tous les ans, de grandes fermes ruinées se démembrent autour de moi, aux mains de bandes noires, et que la petite propriété gagne certainement du terrain. Je connais en outre à Rognes un exemple très curieux. Une vieille femme qui tire de moins d'un arpent, pour elle et son homme, un vrai bien-être, même des douceurs. Oui, la mère caca, comme ils l'ont surnommée, parce qu'elle ne recule pas à vider son pot et celui de son vieux dans ses légumes, selon la méthode des Chinois, paraît-il. Mais ce n'est guère là que du jardinage. Je ne vois pas les céréales poussant par planches comme les navets. Et si, pour se suffire, le paysan doit produire de tout, que deviendraient donc nos bosserons avec leur blé unique dans notre bosse découpée en damier ? Enfin, qui vivra verra bien. À qui sera l'avenir ? De la grande ou de la petite ? Il s'interrompit, criant « Et ce café, est-ce pour aujourd'hui ?» Puis, en allumant sa pipe, il conclut « À moins qu'on ne les tue l'un et l'autre, tout de suite. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Dites-vous, monsieur le député, que l'agriculture agonise, qu'elle est morte, si l'on ne vient pas à son secours. Tout l'écrase, les impôts, la concurrence étrangère, la hausse continue de la main-d'œuvre, l'évolution de l'argent qui va vers l'industrie et vers les valeurs financières. Ah, certes, on n'est pas avare de promesses, chacun les prodigue, les préfets, les ministres, l'empereur. Et puis, la route poudroie, rien n'arrive. Voulez-vous la stricte vérité ? Aujourd'hui, un cultivateur qui tient le coup mange son argent ou celui des autres. Moi, j'ai quelques sous en réserve, ça va bien. Mais que j'en connais qui empruntent à 6 lorsque leur terre ne donne pas seulement le 3. La culbute est fatalement au bout. Un paysan qui emprunte est un homme fichu. Il doit y laisser jusqu'à sa chemise. L'autre semaine encore, on a expulsé un de mes voisins, le père, la mère et 4 enfants jetés à la rue, après que les hommes de loi ont eu mangé le bétail, la terre et la maison. Pourtant, voici des années qu'on nous promet la création d'un crédit agricole à des taux raisonnables. Oui, va-t'en voir s'ils viennent. Et ça dégoûte même les bons travailleurs. Ils en arrivent à se tâter avant de faire un enfant à leur femme. Merci. Une bouche de plus, un meurt-la-faim qui serait désespéré de naître. Quand il n'y a pas de pain pour tous, on ne fait plus d'enfants, et la nation crève. Monsieur de Chetteville, décidément réconforté, risqua un sourire inquiet en murmurant « Vous ne voyez pas les choses en beau. »« C'est vrai, il y a des jours où je flanquerais tout en l'air, » répondit gaiement Hourdequin. « Aussi, voilà 30 ans que les embêtements durent. Je ne sais pas pourquoi je me suis entêté, j'aurais dû bazarder la ferme et faire autre chose. L'habitude, sans doute. Et puis, l'espoir que ça changera. Et puis, la passion. Pourquoi ne pas le dire ? Cette bougresse de terre, quand elle vous empoigne,
Elle ne vous lâche plus. Tenez, regardez sur ce meuble. C'est bête peut-être, mais je suis consolé lorsque je vois ça. » De sa main tendue, il désignait une coupe en argent protégée contre les mouches par une mousseline. Le prix d'honneur remporté dans un comice agricole. Ces comices, où il triomphait, étaient l'aiguillon de sa vanité, une des causes de son obstination. Malgré l'évidente lassitude de son convive, il s'attardait à boire son café, et il versait du cognac dans sa tasse pour la 3e fois, lorsque, ayant tiré sa montre, il se leva en sursaut. « Fichtre, 2 heures, et moi qui ai une séance du conseil municipal. Oui, il s'agit d'un chemin. Nous consentons bien à en payer la moitié, mais nous voudrions obtenir une subvention de l'État pour le reste. » Monsieur de Chetteville avait quitté sa chaise, heureux, délivré. « Dites donc, je puis vous être utile. Je vais vous l'obtenir, votre subvention. Voulez-vous que je vous conduise à Rognes, dans mon cabriolet, puisque vous êtes pressé ? » Parfait. Et Hourdequin sortit pour faire atteler la voiture qui était restée au milieu de la cour. Quand il rentra, il ne trouva plus le député. Il finit par l'apercevoir dans la cuisine. Celui-ci avait poussé la porte et il se tenait là, souriant, devant Jacqueline épanouie, à la complimenter de si près que leurs faces se touchaient presque. Tous deux s'étaient flairés, s'étaient compris et se le disaient d'un clair regard. Lorsque M. de Chetteville fut remonté dans son cabriolet, la Cognette retint un moment Hourdequin pour lui souffler à l'oreille. « Hein ? Il est plus gentil que toi ? Il ne trouve pas que je sois bonne à cacher, lui. » En chemin, pendant que la voiture roulait entre les pièces de blé, le fermier revint à la terre, à son éternel souci. Il offrait maintenant des notes écrites, des chiffres, car lui, depuis quelques années, tenait une comptabilité. Dans la Beauce, il n'était pas 3 à en faire autant, et les petits propriétaires, les paysans, haussaient les épaules, ne comprenaient même pas. Pourtant, la comptabilité seule établissait la situation, indiquait ceux des produits qui étaient à profit, ceux qui étaient à perte. En outre, elle donnait le prix de revient et par conséquent de vente. Chez lui, chaque valet, chaque bête, chaque culture, chaque outil même, avait sa page, ses 2 colonnes, le doigt et l'avoir, si bien que, continuellement, il se trouvait renseigné sur le résultat de ses opérations, bon ou mauvais. « Au moins, dit-il avec son gros rire, je sais comment je me ruine. » Mais il s'interrompit pour jurer entre ses dents. Depuis quelques minutes, à mesure que le cabriolet avançait, il tâchait de se rendre compte d'une scène, au loin, sur le bord de la route. Malgré le dimanche, il avait envoyé là, pour faner une coupe de luzerne qui pressait, une faneuse mécanique d'un nouveau système, acheté récemment. Et le valet, ne se méfiant pas, ne reconnaissant pas son maître, dans cette voiture inconnue, continuait à plaisanter la mécanique avec 3 paysans qu'il avait arrêtés au passage. « Hein, disait-il, en voilà un sabot. Et ça casse l'herbe, ça l'empoisonne. Ma parole, il y a 3 moutons déjà qui en sont morts. » Les paysans ricanaient, examinaient la faneuse comme une bête farce et méchante. Un d'eux déclara: « Tout ça, c'est des inventions du diable contre le pauvre monde. Qu'est-ce qu'elles feront, nos femmes, si l'on ne se passe d'elles au foin ?»« Ah bien, ce qu'ils s'en foutent, les maîtres, » reprit le valet en allongeant un coup de pied à la machine. « Hue donc, carcasse !» Hourdequin avait entendu. Il sortit violemment, le buste hors de la voiture. Il cria: « Retourne à la ferme, Zéphirin, et fais-toi régler ton compte !» Le valet demeura stupide. Les 3 paysans s'en allèrent avec des rires d'insultes, des moqueries, lâchés très haut. « Voilà, dit Hourdequin en se laissant retomber sur la banquette. Vous avez vu ? On dirait que nos outils perfectionnés leur brûlent les mains. Ils me traitent de bourgeois, ils donnent à ma ferme moins de travail que dans les autres, sous prétexte que j'ai de quoi payer cher. Et ils sont soutenus par les fermiers, mes voisins, qui m'accusent d'apprendre dans le pays à mal travailler, furieux de ce que, disent-ils, ils ne trouveront bientôt plus du monde pour faire leur ouvrage comme au bon temps. Le cabriolet entrait dans Rognes par la route de Bazoches-le-Doyen.
lorsque le député aperçut l'abbé Godard qui sortait de chez Maqueron, où il avait déjeuné ce dimanche-là, après sa messe. Le souci de sa réélection le reprit. Il demanda « Et l'esprit religieux, dans nos campagnes ?»« Oh, de la pratique, rien au fond », répondit négligemment Hourdequin. Il fit arrêter devant le cabaret de Maqueron, resté sur la porte avec l'abbé. Et il présenta son adjoint, vêtu d'un vieux paletot graisseux. Mais Celina, très propre dans sa robe d'indienne, accourait, poussait en avant sa fille Berthe, la gloire de la famille, habillée en demoiselle, d'une toilette de soie à petite raie mauve. Pendant ce temps, le village qui semblait mort, comme en paraissait par ce beau dimanche, se réveillait sous la surprise de cette visite extraordinaire. Des paysans sortaient un à un, des enfants se risquaient derrière les jupes des mères. Chez Langaigne surtout, il y avait un remue-ménage. Lui, allongeant la tête, son rasoir à la main, sa femme Flore s'arrêtant de peser 4 sous de tabac pour coller sa face aux vitres. Tous les deux ulcérés, enragés de voir que ces messieurs descendaient à la porte de leur rival. Et, peu à peu, les gens se rapprochaient, des groupes se formaient. Rogne savait déjà, d'un bout à l'autre, l'événement considérable. « Monsieur le député, » répétait Maqueron, très rouge et embarrassé, « c'est vraiment un honneur. » Mais M. de Chetteville ne l'écoutait pas, ravi de la jolie mine de Berthe, dont les yeux clairs, au léger cercle bleuâtre, le regardaient hardiment. Sa mère disait son âge, racontait où elle avait fait ses études, et elle-même, souriante, saluante, invita le monsieur à entrer, s'il daignait. « Comment donc, ma chère enfant » s'écria-t-il. Pendant ce temps, l'abbé Godard, qui s'était emparé de Hourdequin, le suppliait une fois de plus de décider le conseil municipal à voter des fonds pour que Rogne eût enfin un curé à demeure. Il y revenait tous les 6 mois. Il donnait ses raisons. Sa fatigue, ses continuelles querelles avec le village, sans compter l'intérêt du culte. « Ne me dites pas non », ajouta-t-il vivement en voyant le fermier faire un geste évasif. « Parlez-en toujours, j'attends la réponse. » Et, au moment où M. de Chetteville allait suivre Berthe, il se précipita, il l'arrêta, de son air têtu et bonhomme. « Pardon, monsieur le député, la pauvre église, ici, est dans un tel état. Je veux vous la montrer. Il faut que vous m'obteniez des réparations. Moi, on ne m'écoute point. Venez, venez, je vous en prie. » Très ennuyé, l'ancien beau résistait. Lorsque Hourdequin, apprenant de Maqueron que plusieurs des conseillers municipaux étaient à la mairie, où il l'attendait depuis une demi-heure, dit en homme sans gêne : « C'est ça, allez donc voir l'église. Vous tuerez le temps jusqu'à ce que j'ai fini, et vous me ramènerez chez moi. » Monsieur de Chetteville dut suivre l'abbé. Les groupes avaient grossi, plusieurs se mirent en marche, derrière ses talons. On s'enhardissait, tous songeaient à lui demander quelque chose. Lorsque Hourdequin et Maqueron furent montés, en face, dans la salle de la mairie, ils y trouvèrent 3 conseillers, 2 l'homme et 2 autres. La salle, une vaste pièce passée à la chaux, n'avait d'autres meubles qu'une longue table de bois blanc et 12 chaises de paille. Entre les 2 fenêtres, ouvrant sur la route, était scellée une armoire, dans laquelle on gardait les archives, mêlées à des documents administratifs dépareillés. Et, autour des murs, sur des planches, s'empilaient des seaux de toile à incendie, le don d'un bourgeois qu'on ne savait où caser, et qui restaient encombrants et inutiles, car l'on n'avait pas de pompe. « Messieurs, dit poliment Hourdequin, je vous demande pardon, j'avais à déjeuner, monsieur de Chetteville. » Aucun ne broncha. On ne sut s'ils acceptaient cette excuse. Ils avaient vu, par la fenêtre, arriver le député, et l'élection prochaine les remuait, mais ça ne valait rien de parler trop vite. « Diable, déclara le fermier, si nous ne sommes que 5, nous ne pourrons prendre aucune décision. » Heureusement, Langaigne entra. D'abord, il avait résolu de ne pas aller au conseil, la question du chemin ne l'intéressant pas. Et il espérait même que son absence entraverait le vote. Puis, la venue de M. de Chetteville le torturant de curiosité, il s'était décidé à monter, pour savoir. « Bon, nous voilà 6. Nous pourrons voter !» s'écria le maire. Et le queue,
qui servait de secrétaire, ayant paru d'un air rogue et maussade, le registre des délibérations sous le bras, rien ne s'opposa plus à ce qu'on ouvrît la séance. Mais Delhomme s'était mis à causer bas avec son voisin, Clou, le maréchal Ferrand, un grand sec et noir. Comme on les écoutait, ils se turent. Pourtant, on avait saisi un nom, celui du candidat indépendant, M. Rochefontaine. Et tous alors, après s'être tâtés, tombèrent d'un mot, d'un ricanement, d'une simple grimace, sur ce candidat qu'on ne connaissait seulement point. Ils étaient pour le bon ordre, le maintien des choses, l'obéissance aux autorités qui assuraient la vente. Est-ce que ce monsieur-là se croyait plus fort que le gouvernement ? Est-ce qu'il ferait remonter le blé à 30 francs l'hectolitre ? C'était un fier aplomb. D'envoyer des prospectus, de promettre plus de beurre que de pain, alors qu'on ne tenait à rien ni à personne. Ils en arrivaient à le traiter en aventurier, en malhonnête homme, battant les villages, histoire de voler leurs votes comme il aurait volé leurs sous. Hourdequin, qui aurait pu leur expliquer que M. Rochefontaine, libre-échangiste, était, au fond, dans les idées de l'empereur, laissait volontairement Macron étaler son zèle bonapartiste et Delhomme se prononcer avec son bon sens d'homme borné. Tandis que Langaigne, à qui sa situation de buraliste fermait la bouche, ravalait, en grognant dans un coin, ses vagues idées républicaines. Bien que M. de Chetteville n'eût pas été nommé une seule fois, tout ce qu'on disait le désignait, était comme un aplatissement devant son titre de candidat officiel. « Voyons, messieurs, reprit le maire, si nous commencions. » Il s'était assis devant la table, sur son fauteuil de président, une chaise à dossier plus large, munie de bras. Seul l'adjoint prit place à côté de lui. Les 4 conseillers restèrent 2 debout, 2 appuyés au rebord d'une fenêtre. Mais Lequeux avait remis au maire une feuille de papier, et il lui parlait à l'oreille. Puis il sortit dignement. « Messieurs, dit Hourdequin, voici une lettre que nous adresse le maître d'école. » Lecture en fut donnée. C'était une demande d'augmentation basée sur l'activité qu'il déployait, 30 francs de plus par an. Toutes les mines s'étaient rembrunies. Ils se montraient avares de l'argent de la commune, comme si chacun d'eux avait eu à le sortir de sa poche, surtout pour l'école. Il n'y eut pas même de discussion. On refusa net. « Bon, nous lui dirons d'attendre. Il est trop pressé, ce jeune homme. Et maintenant, abordons notre affaire du chemin. » « Pardon, monsieur le maire, interrompit Macqueron, je voudrais dire un mot à propos de la cure. » Hourdequin, surpris, comprit alors pourquoi l'abbé Godard avait déjeuné chez le cabaretier. Quelle ambition poussait donc à celui-ci, qui se mettait ainsi en avant? D'ailleurs, sa proposition subit le sort de la demande du maître d'école. Il eut beau faire valoir qu'on était assez riche pour se payer un curé à soi, que ce n'était vraiment guère honorable de se contenter des restes de Bazoche le doyen. Tous haussaient les épaules, demandaient si la messe en serait meilleure. Non, non, il faudrait réparer le presbytère. Un curé à soi coûterait trop cher. Et une demi-heure de l'autre, par dimanche, suffisait. Le maire, blessé de l'initiative de son adjoint, conclut. Il n'y a pas lieu, le conseil a déjà jugé. Et maintenant, à notre chemin. Il faut en finir. Delhomme, ayez donc l'obligeance d'appeler monsieur Lequeux. Est-ce qu'il croit, cet animal, que nous allons délibérer sur sa lettre jusqu'à ce soir ? Lequeux, qui attendait dans l'escalier, entra d'un air grave, et, comme on ne lui fit pas connaître le sort de sa demande, il demeura pincé, inquiet, gonflé de sourdes insultes. Ah, ces paysans, quelle sale race ! Il dut prendre dans l'armoire le plan du chemin et venir le déplier sur la table. Le conseil le connaissait bien, ce plan. Depuis des années, il traînait là. Mais ils ne s'en rapprochèrent pas moins tous, et ils s'accoudèrent, songèrent une fois de plus. Le maire énumérait les avantages, pour Rognes, une pente douce permettant aux voitures de monter à l'église, puis 2 heures épargnées sur la route actuelle de Châteaudun qui passait par Cloix. Et la commune n'aurait que 3 kilomètres à sa charge, leurs voisins de Blanville ayant voté déjà l'autre tronçon, jusqu'au raccordement avec la grande route de Châteaudun à Orléans. On l'écoutait, les yeux restaient cloués sur le papier sans qu'une bouche s'ouvrît.
Ce qui avait empêché le projet d'aboutir, c'était avant tout la question des expropriations. Chacun y voyait une fortune, s'inquiétait de savoir si une pièce à lui était touchée, s'il vendrait de sa terre 100 francs la perche à la commune. Et s'il n'avait pas de champ entamé, pourquoi donc aurait-il voté l'enrichissement des autres ? Il se moquait bien de la pente plus douce, de la route plus courte. Son cheval tirerait davantage, donc. Aussi, Hourdequin n'avait-il pas besoin de les faire causer pour connaître leur opinion. Lui ne désirait si vivement ce chemin que parce qu'il passait devant la ferme et desservait plusieurs de ses pièces. De même, Maqueron et Delhomme, dont les terrains allaient se trouver en bordure, poussaient au vote. Cela faisait 3. Mais ni Clou ni l'autre conseiller n'avaient d'intérêt dans la question. Et, quant à Langaigne, il était violemment opposé au projet, n'ayant rien à y gagner d'abord, désespéré ensuite que son rival, l'adjoint, y gagnât quelque chose. Si Clou et l'autre, douteux, votaient mal, on serait 3 contre 3. Hourdequin devint inquiet. Enfin, la discussion commença. « À quoi ça sert ? À quoi ça sert ?» répétait Langaigne. « Puisqu'on a déjà une route. C'est bien le plaisir de dépenser de l'argent, d'en prendre dans la poche de Jean pour le mettre dans la poche de Pierre. Encore, toi, tu as promis de faire cadeau de ton terrain. » C'était une sournoiserie à l'adresse de Maqueron, mais celui-ci, qui regrettait amèrement son accès de libéralité, mentit avec carrure. « Moi ? Je n'ai rien promis. Qui t'a dit ça ? » ?»« Qui ? Mais toi, nom de Dieu ! Et devant du monde. Tiens, monsieur Lequeux était là, il peut parler, n'est-ce pas, monsieur Lequeux ?» Le maître d'école, que l'attente de son sort enrageait, eut un geste de brutal dédain. Est-ce que ça le regardait, leur saleté d'histoire ? « Alors, vrai, continua Langaigne, s'il n'y a plus d'honnêteté sur terre, autant vivre dans les bois. Non, non, je n'en veux pas, de votre chemin, un joli vol. » Voyant les choses se gâter, le maire se hâta d'intervenir. « Tout ça, ce sont des bavardages. Nous n'avons pas à entrer dans les querelles particulières. C'est l'intérêt public, l'intérêt commun qui doit nous guider. » « Bien sûr, déclara sagement Delhomme. La route nouvelle rendra de grands services à toute la commune. Seulement, il faudrait savoir. Le préfet nous dit toujours « Votez une somme, nous verrons après ce que le gouvernement pourra faire pour vous. » Et s'il ne faisait rien, à quoi bon perdre notre temps à voter ? Du coup, Hourdequin crut devoir lancer la grosse nouvelle, qu'il tenait en réserve. « À ce propos, messieurs, je vous annonce que M. de Chetteville s'engage à obtenir du gouvernement une subvention de la moitié des dépenses. Vous savez qu'il est l'ami de l'empereur. Il n'aura qu'à lui parler de nous au dessert. » Langaigne lui-même en fut ébranlé. Tous les visages avaient pris une expression béate, comme si le Saint-Sacrement passait. Et la réélection du député se trouvait assurée en tout cas. L'ami de l'empereur était le bon, celui qui était à la source des places et de l'argent, l'homme connu, honorable, puissant, le maître. Il n'y eut d'ailleurs que des hochements de tête. Ces choses allaient de soi, pourquoi les dire ? Pourtant, Hourdequin restait soucieux de l'attitude muette de Clou. Il se leva, jeta un regard dehors, et, ayant aperçu le garde champêtre, il lui ordonna d'aller chercher le père Loiseau et de l'amener, mort ou vif. Ce Loiseau était un vieux paysan sourd, oncle de Maqueron, qu'il avait fait nommer membre du conseil, où il ne venait jamais, parce que, disait-il, ça lui cassait la tête. Son fils travaillait à la borderie, il était à l'entière dévotion du maire. Aussi, dès qu'il parut, effaré, celui-ci se contenta de lui crier, au fond d'une oreille, que c'était pour la route. Déjà, chacun écrivait gauchement son bulletin, le nez sur le papier, les bras élargis, afin qu'on ne pût lire. Puis on procéda au vote de la moitié des dépenses, dans une petite boîte de bois blanc pareille à un tronc d'église. La majorité fut superbe. Il y eut 6 voix pour, une seule contre, celle de Langaigne. Cet animal de Clou avait bien voté. Et la séance fut levée après que chacun eut signé, sur le registre, la délibération que le maître d'école avait préparée à l'avance, en laissant en blanc le résultat du vote. Tous s'en allaient, pesamment, sans un salut, sans un serrement de main, débandés dans l'escalier. « Ah, j'oubliais, dit Hourdequin à Lequeux, qui attendait toujours.
Votre demande d'augmentation est repoussée. Le conseil trouve qu'on dépense déjà trop pour l'école. »« Tas de brutes !» cria le jeune homme, vert de bile, quand il fut seul. « Allez donc vivre avec vos cochons !» La séance avait duré 2 heures, et Hourdequin retrouva devant la mairie M. de Chetteville, qui revenait seulement de sa tournée dans le village. D'abord, le curé ne lui avait pas fait grâce d'une des misères de l'église. Le toit crevé, les vitraux cassés, les murs nus. Puis, comme il s'échappait enfin de la sacristie, qui avait besoin d'être repeinte, les habitants tout à fait enhardis se l'étaient disputés, chacun l'emmenant, ayant une réclamation à présenter, une faveur à obtenir. L'un l'avait traîné à la mare commune, qu'on ne curait plus par manque d'argent. L'autre voulait un lavoir couvert au bord de l'Ègre, à une place qu'il indiquait. Un troisième réclamait l'élargissement de la route devant sa porte, pour que sa voiture pût tourner. Jusqu'à une vieille femme qui, après avoir poussé le député chez elle, lui montra ses jambes enflées en lui demandant si, à Paris, il ne connaissait point un remède. Effaré, essoufflé, il souriait, faisait le débonnaire, promettait toujours. Ah, un brave homme, pas fier avec le pauvre monde. « Eh bien, partons-nous » demanda Hourdequin. « On m'attend à la ferme. » Mais justement, Celina et sa fille Berthe accouraient de nouveau sur leur porte, en suppliant M. de Chetteville d'entrer un instant. Et celui-ci n'aurait pas mieux demandé, respirant enfin, soulagé de retrouver les jolis yeux clairs et meurtris de la jeune personne. « Non, non, reprit le fermier, nous n'avons pas le temps, une autre fois. » Et il le força, étourdi, à remonter dans le cabriolet. Pendant que, sur une interrogation du curé resté là, il répondait que le conseil avait laissé en l'état la question de la paroisse. Le cocher fouetta son cheval, la voiture fila au milieu du village familier et ravi. Seul furieux, l'abbé refit à pied ses 3 kilomètres, de Rognes à Bazoches-le-Doyen. 15 jours plus tard, M. de Chetteville était nommé à une grande majorité, et, dès la fin d'août, il avait tenu sa promesse. La subvention était accordée à la commune pour l'ouverture de la nouvelle route. Les travaux commencèrent tout de suite. Le soir du premier coup de pioche, Celina, maigre et noire, était à la fontaine, à écouter la Bécu qui, longue, les mains nouées sous son tablier, parlait sans fin. Depuis une semaine, la fontaine se trouvait révolutionnée par cette grosse affaire du chemin. On ne parlait que de l'argent accordé aux uns, que de la rage médisante des autres. Et la Bécu, chaque jour, tenait Celina au courant de ce que disait Flore Langueigne. Non pour les fâcher, bien sûr, mais au contraire pour les faire s'expliquer, parce que c'était la meilleure façon de s'entendre. Des femmes s'oubliaient, droites, les bras ballants, leurs cruches pleines à leurs pieds. « Allons donc, elle a dit comme ça que c'était arrangé entre l'adjoint et le maire, histoire de voler sur les terrains. Et elle a encore dit que votre homme avait 2 paroles. » À ce moment, Flore sortait de chez elle, sa cruche à la main. Quand elle fut là, grosse, molle, Celina, qui éclatait tout de suite en paroles sales, les poings sur les hanches, dans son honnêteté rêche, se mit à l'arranger de la belle façon, lui jetant au nez sa garce de fille, l'accusant elle-même de se faire culbuter par les pratiques. Et l'autre, traînant ses savates, pleurarde, se contentait de répéter « En v'là une salope! En v'là une salope !» La Bécu se précipita entre elles, voulut les forcer à s'embrasser, ce qui faillit les faire se prendre au chignon. Puis elle lança une nouvelle. « Dites donc, à propos, vous savez que les filles mouches vont toucher 500 francs ?»« Pas possible !» Et, du coup, la querelle fut oubliée. Toutes se rapprochèrent au milieu des cruches éparses. Parfaitement, le chemin aux cornailles, là-haut, longeait le champ des filles mouches qu'il rognait de 250 mètres. À 40 sous le mètre, ça faisait bien 500 francs. Et le terrain, en bordure, acquérait en outre une plus-value. C'était une chance. Mais alors, dit Flore, voilà Lise devenue un vrai parti, avec son mioche. Ce grand serin de caporal a eu du nez tout de même de s'obstiner. À moins, ajouta Celina, que Buteau ne reprenne la place. Sa part gagne aussi joliment à cette route. La Bécu se retourna en les poussant du coude. Chut, taisez-vous. C'était Lise qui arrivait gaiement en balançant sa cruche.
et le défilé recommença devant la fontaine.